Lundi 5 février, bonsoir à tous, bon début de semaine et bienvenue dans ce 19h. À la une de l'actualité locale ce lundi, Maïko, encore et toujours sur le devant de la scène sociale du territoire. Plus de 3 mois de conflit et toujours pas de dénouement. Au lendemain de l'échec des négociations à la diète, les actionnaires de la société devraient atterrir sur l'île prochainement pour une prise de décision. Situation sur place dans quelques instants, juste après les titres. Après l'échec des négociations la semaine dernière, la situation n'a pas évolué entre la direction et les salariés grévistes de la société Maïko. À l'heure où les actionnaires sont attendus à Mayotte, le préfet a décidé de déloger les grévistes par la force, mais ces derniers ne l'entendent pas de cette oreille. Le point en ouverture de votre journal. Il y a de cela un an, Fatiou Ibrahim a été victime d'une violente agression à la suite d'un cambriolage. Depuis, il dénonce les problèmes qui s'accumulent sur le territoire et n'hésite pas à s'en prendre aux autorités, qu'elles soient locales ou nationales. Selon lui, l'une des solutions passe par la régularisation des étrangers en situation irrégulière. Explication. Jusqu'au 9 janvier, l'Association pour le droit à l'initiative économique sa première campagne d'information de l'année 2018. Objectif sensibiliser à la création d'entreprises et au microcrédit, mais également accompagner les entrepreneurs durant cette période de changement pour le monde de l'entreprise. Reportage. Après l'échec des négociations en fin de semaine dernière au siège de la diète, le bras de fer se poursuit entre direction et salariés grévistes de la société Maïko. Cette semaine, les actionnaires de la filiale de la célèbre boisson gazeuse devraient atterrir sur l'île et se rendre sur le site pour une possible prise de décision. En attendant, la situation à Longoni ne s'arrange guère entre les deux parties. Reportage sur place. Le conflit s'enlise à Maïko et rien ne semble pouvoir calmer la situation. Pour preuve, au lever du soleil, le camp des salariés grévistes au pied de l'usine a fait l'objet d'un démantèlement de la part des forces de l'ordre. Des grévistes une fois de plus affaiblis, mais pas abattus. Ils envoient les gendarmes faire ça parce que c'est pour nous démotiver, mais ils n'arriveront pas. Moi, je lui dis au préfet pour que la grève s'arrête. Comme ça, c'est pas comme ça qu'il doit agir. Plutôt nous tuer ou nous mettre tous en prison. C'est la solution que je lui donne. On ne lâchera pas. Dès le début, on avait dit on sera solidaire jusqu'à la fin. Nous sommes solidaires. Pas de licenciement. C'est juste ce que l'on demande. Pas de licenciement. Le combat continue et la tension se poursuit entre direction et grévistes. Durant toute la matinée, l'accès et sortie du site sont impossibles pour les camions de livraison. Un climat délétère dans lequel un interlocuteur a décidé de proposer ses services de médiateur ce lundi. De passage à Mayotte, ce leader syndical au niveau national au sein d'un grand groupe pétrolier est venu constater la situation sur place. On ne peut que être solidaire avec les grévistes, ça fait quand même 3 mois qu'ils sont en grève. Donc il est temps qu'on trouve une issue favorable. Une issue acceptable pour les deux parties. Voilà. Apporter mon expérience sur ce genre de conflit. Voilà, je pense que j'ai apporté des axes à la direction. Maintenant, j'ai proposé avec Henri, donc le délégué FO sur place, on a proposé de voir le préfet et de faire un entretien avec le préfet, entre préfet et gréviste, afin d'avoir une réunion au calme et une réunion pragmatique sur les demandes et les possibilités. De là, le préfet peut passer le message à la direction de Coca. À la sortie d'une rencontre avec le directeur de Maïko, des pistes ont été proposées afin d'éviter le chaos total. Essentiellement, ça dépend beaucoup de Coca-Cola, sachant qu'ils ont déjà entamé des procédures de licenciement. Et à partir de là, il y a possibilité de réintégration, il y a possibilité de mutation, il y a possibilité peut-être de mutation vers un autre site ou vers un autre groupe. Donc je pense qu'on peut trouver des arrangements de façon humaine. Il faut que l'humain prime sur la finance et tout rentrera dans l'ordre. De l'ordre, les actionnaires sud-africains de la société n'en demandent pas tant. Ces derniers devraient atterrir dans la semaine sur l'île au Lagon pour mesurer la situation et très certainement
prendre une décision sur l'avenir du site à Mayotte. Dans votre 19h à présent, la colère d'un homme. Souvenez-vous, en juillet 2016, Fatiou Ibrahim était victime d'une violente agression à la suite d'un cambriolage. Depuis, l'homme ne cesse de dénoncer les problèmes rencontrés dans l'île à travers son engagement au sein du CODIM, le collectif des intérêts de Mayotte, un citoyen qui aujourd'hui donne son point de vue sur l'immigration clandestine. Pour cet agent municipal, il est désormais temps de régulariser tout le monde. Père Bellucci, Leslie Vimenet. Ces images insoutenables datent de juillet 2016. Plus d'un an plus tard, la victime était sur notre plateau ce matin, suite à une tribune envoyée aux médias la semaine dernière. En effet, quelques jours après l'agression du jeune Ben Nazek, Fatiou Ibrahim a souhaité une nouvelle fois condamner le manque de réaction des autorités. Tout citoyen, normalement, constitué devrait s'indigner de ce qui se passe à Mayotte. Il n'est pas normal qu'un territoire soit aussi délaissé par des autorités, toute autorité confondue, hein, que ce soit l'autorité locale ou l'autorité nationale, qui sont totalement démissionnaires sur ce territoire, ce qui fait qu'on a le résultat d'aujourd'hui. Je vois encore les photos, la photo insoutenable de ce jeune homme qui est sur les écrans. Et c'est vrai qu'on ne peut pas humainement regarder cette photo parce que voilà, on reste des êtres humains, et je pense que ce qui a lieu à Mayotte, ce qui arrive à Mayotte, c'est inhumain. Selon Fatiou, l'immigration clandestine est à la source de bien des maux, en raison notamment de l'anonymat qu'elle crée. Pour lui, il est temps de régulariser en masse afin de mieux contrôler les individus. Régulariser tout le monde, au moins qu'on sache qui vit ici à ce moment-là. Et pour terminer mon propos sur ce qu'on disait tout à l'heure, à ce moment-là, puisqu'on sait qui fait quoi, si jamais quelqu'un commet un crime, un délit quelque part, là au moins on saura identifier. Peut-être qu'on fera jouer la solidarité nationale, on partagera avec la Normandie, avec Calais, on enverra certains là-bas, parce que tout le monde ne peut pas résider à Mayotte. Vous dites régulariser, mais ouvrir le titre de séjour pour que les gens puissent sortir du territoire. Bien sûr, forcément. Tout le monde ne peut pas vivre à Mayotte, ça c'est évident. Régulariser et permettre aux immigrés de quitter Mayotte, voilà une proposition qui n'est pas nouvelle, mais qui pourrait faire l'objet de combats politiques. Néanmoins, pour Fatiou Ibrahim, les élus locaux ne sont pas à la hauteur des problématiques auxquelles Mayotte est confrontée. Je pense que la problématique est tellement exacerbée que normalement un élu ne devrait pas dormir avec ça, parce que tout simplement c'est des finances qui vont partir dans tout ça. Je veux dire, voilà, c'est l'équilibre financier qui ne sera jamais atteint à Mayotte, jamais, à cause de ces problèmes d'immigration, à cause de ces problèmes d'urbanisation anarchique. Donc jamais on atteindra un équilibre financier à Mayotte. Donc l'élu, à mon sens, il ne devrait pas dormir pour ça. Donc on devrait voir, je sais pas, un mouvement des élus qui font comme les associations, peut-être qui font des marches blanches ou qui font je ne sais pas quoi. En tout cas, ils devraient être plus bruyants que ce qu'ils font. Lors des dernières campagnes électorales qui ont animé le territoire, les élus ont beaucoup surfé sur les problématiques d'immigration ou encore d'insécurité. Mais entre le discours et les actes, l'écart est souvent très conséquent et la marge de manœuvre limitée. Bonsoir Père Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir à tous. Régulariser tout le monde, l'immigration comme on l'a entendu dans ce sujet, la seule solution pour sortir de ce chaos dans le département? La seule, je ne sais pas, en tout cas, effectivement, c'est une solution qui n'est pas nouvelle, qui a déjà été proposée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si elle s'accompagne d'une liberté de circulation sur l'ensemble du territoire national et en Europe, il faut savoir que Mayotte ne fait pas partie de l'espace Schengen, alors qu'elle est quand même la 9e RUP et que c'est un département français. Donc voilà encore une anomalie qui effectivement favorise cette problématique de l'immigration, puisque si on regarde les chiffres, effectivement, par rapport à Mayotte, l'immigration, elle est très importante. Maintenant, si on regarde à l'échelle nationale, bien entendu que si ces personnes avaient la possibilité de quitter le territoire, eh bien, ça réglerait une grande partie du problème de l'immigration, en tout cas de la problématique de l'immigration à Mayotte. Donc effectivement, c'est une proposition qui a déjà émergé et qui, lors des campagnes, effectivement, ressort. Mais maintenant, il y a aussi le législateur et il faut aussi en passer par là et
on voit bien que c'est absolument pas d'actualité au niveau des plus hautes instances de l'État. Donc effectivement, cette question de Mayotte dans l'espace Schengen, de ces personnes qui puissent circuler, aller à la Réunion ou aller en métropole, c'est quelque chose qui revient. Maintenant, effectivement, il y a une assimilation faite par Fatiou entre l'immigration, la délinquance. Certains chiffres, effectivement, le prouvent, notamment avec cette délinquance de survie. Mais la délinquance, aujourd'hui, elle frappe aussi une délinquance juvénile avec des jeunes qui sont français. Et c'est aussi là-dessus où il faut s'attarder sur les raisons et puis aussi sur les solutions à mettre en œuvre pour que cette délinquance, elle diminue, ou en tout cas, voilà, qu'on trouve des solutions afin de l'atténuer et de prendre en charge ces jeunes. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien pour les prendre en charge. Voilà, il y a plusieurs problématiques comme ça. Effectivement, il y a des solutions. Je pense qu'elles existent. Et que la régularisation en masse, la problématique aussi qu'elle pose, c'est l'appel d'air, puisque si on régularise en masse à Mayotte, il risque d'y avoir encore des personnes qui viennent, et ça aussi c'est compliqué. C'est des questions, voilà, qui effectivement sont intéressantes de poser et de mettre sur le devant de la scène médiatique, parce que à l'heure actuelle, on le voit bien, on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Il va falloir trouver des solutions, qu'elles viennent des citoyens lambda, ou qu'elles viennent des associations, ou qu'elles viennent effectivement des hommes politiques. Et effectivement, il y a ces critiques aussi envers les hommes politiques locaux. Pourquoi ? Parce que ce sont à eux d'aller à Paris et justement de porter la voix ou les propositions des uns et des autres. Et c'est ce qu'on attend forcément des candidats à l'approche des élections législatives partielles dans la première circonscription. Oui, mais le problème, c'est que justement, ce sont des sujets sur lesquels on surfe énormément pendant les campagnes, et ensuite, eh bien, comme c'était dit dans le sujet, eh bien, il y a ensuite les actes, et c'est plus compliqué. Puis aussi, il y a une marge de manœuvre. On dit beaucoup de choses. On entend par exemple dans les promesses de campagne qu'on va faire des ponts à Mayotte. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Toutes ces choses-là, on doit passer par plusieurs étapes et forcément aussi par le vote d'autres élus que les élus mahorais. Sinon, ça serait effectivement très simple. Voilà. Donc, effectivement, on sait que pendant cette campagne, on va entendre beaucoup parler d'immigration, de sécurité ou d'insécurité. Voilà, tous ces sujets reviennent sans cesse, mais on voit finalement très peu de choses sur le sujet, très peu de lois qui permettraient justement de changer les choses. Alors, on parle beaucoup du droit du sol aussi depuis des années. On sait que, on va le voir notamment dans les brefs, que Issa Abdou, lui, a aussi eu une proposition, c'est de faire de l'hôpital un hôpital international, afin que justement les personnes qui naissent, les enfants qui naissent à Mayotte, prennent la nationalité de leurs parents et non pas la nationalité française de par le droit du sol. Voilà, il y a toutes ces choses. Maintenant, effectivement, il faut aussi passer par le législateur et faire des propositions au Sénat et à l'Assemblée nationale. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Politique maintenant, après le fiasco de l'élection présidentielle de l'Interco Outre-mer au mois de novembre dernier, Mayotte a fini par trouver chaussure à son pied. Nikida Choumadi, vice-président de l'intercommunalité de Petite-Terre, a été désigné à l'unanimité par l'ensemble de ses pairs. Un choix qui n'est pas innocent puisque l'homme siégeait depuis 3 ans au sein du conseil d'administration de l'association. Le nouveau président des Outre-mer va devoir défendre désormais les intérêts des ultramarins à Paris ou bien encore à Bruxelles. En attendant, à Mayotte, le problème de l'intercommunalité du Nord n'est pas encore réglé, aux grandes dames du chef de l'Interco Outre-mer. Ses propos lors de la matinale de Kwesi ce lundi. L'association a déjà commencé depuis que le conflit a débuté. Il y a eu beaucoup de dialogues, il y a eu beaucoup de concertations. On a essayé de trouver une issue, mais vous savez, c'est difficile de régler des problèmes d'ego. Très difficile. On ne voit pas les autres, on ne voit pas la population. Et c'est dommage parce qu'on a perdu beaucoup de temps, on a perdu beaucoup de moyens, notamment avec le CIDEVAM. Si l'Interco du Nord a été, disons, mis sur pied depuis longtemps, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu réaliser à Mayotte, notamment au Nord, parce que la population est handicapée au niveau du développement. Donc, c'est vraiment dommage, mais je pense qu'on arrivera, on n'a pas fini de discuter avec eux, on arrivera à trouver une issue favorable là-dessus. Mais je voulais juste rajouter qu'on a beaucoup d'enjeux. Et c'est dommage que l'Interco du Nord n'a pas pu saisir ces enjeux, parce qu'il aurait pu être prêt dès 2020. Parce que dès 2020, il y aura beaucoup de changements.
au niveau des désignations dans les intercos et au niveau des compétences. L'hommage aux deux anciens parlementaires de Mayotte, Henri Jean-Baptiste et Jean-François Horry, disparus respectivement au mois de janvier et décembre dernier, sera rendu le 4 mars prochain à Mamoudzou, place de la République, date annoncée par le comité d'hommage aux deux hommes. Bonsoir Kira Dakolo. Bonsoir Sony. Bienvenue dans ce 19h. Alors, vous vous êtes retrouvés vendredi dernier lors d'une réunion d'organisation. Qu'est-ce qui ressort de cette table ronde ? Alors, la date pour la commémoration des deux anciens députés de Mayotte disparus a été finalement arrêtée, comme vous l'avez annoncé. Ça sera le 4 mars prochain. Donc, un mois nous sépare de cet événement. Donc, ce qui ressort, c'est que le comité est déterminé à travailler pour que les Mahorais se retrouvent autour de la mémoire de ces deux anciens parlementaires. Alors, il y a un programme définitif. Que sera-t-il ? Alors, de manière peut-être un peu rapide, je vais dire que l'idée d'un grand doigt pour les Mahorais et Mayotte va précéder les prises de parole de personnalités avant un grand Maolida Chengue. Donc voilà le programme le programme trifide qui va se dérouler cette journée, cette demi-journée du mardi 4 mars, parce que finalement la cérémonie va commencer vers midi et demi et va se dérouler jusqu'à pratiquement 18h, 18h30, on va dire. Alors il y aura une marche spéciale ou ce sera que des discours au sein de la place de la République? Alors comme je vous l'ai dit, il y aura un doua, bien évidemment, qui sera invoqué par les représentants religieux de Mayotte. Ensuite, il y aura des prises de parole des personnalités publiques qui vont prendre part à cet événement. Et enfin, il y aura le Maolida Chengue pour commémorer la pratique culturelle, religieuse de Mayotte par rapport aux grands événements qui rassemblent les Mahorais. Donc pas de marche pour répondre à ma question. Non. Alors nous sommes à moins d'un mois de ce grand rendez-vous. Est-ce que vous sentez l'implication aujourd'hui totale, entière de l'île? Alors, vous savez, ici à Mayotte, particulièrement quand on organise un événement, les choses commencent doucement et à la fin, ça explose. Donc, depuis qu'on a commencé les travaux, les gens, le comité et toutes les personnes qui s'intéressent à l'événement commencent vraiment à s'impliquer. La dernière en date, nous avons vu les associations du collectif pour la défense de Mayotte se joindre à nous. Donc pour vous dire que la société civile dans son ensemble se prépare à commémorer la mémoire de nos deux anciens parlementaires. Et au niveau des partis politiques, est-ce que l'ensemble des partis locaux sont unis pour ce grand événement? Alors, tous les partis politiques de Mayotte se joignent au comité d'organisation pour cet événement. D'ailleurs, ce sont l'ensemble des partis politiques qui appellent les Mahorais à venir le 4 mars prochain sur la place de la République pour la mémoire, pour commémorer la disparition de nos deux anciens députés. Vous y attendez justement à cette mobilisation de tous ces partis ou pas? Alors, les partis se mobilisent. Vous pouvez constater que dans le comité, pratiquement tous les partis sont représentés à chaque réunion. Je ne veux pas vous citer tel ou tel parti, mais en tout cas, nous formons un collectif, une équipe, pour appeler l'ensemble des Mahorais à venir se souvenir de l'action des hommes qui ont été ces deux personnalités pour notre île. Alors justement, vous dites que ça a débuté timidement, on va dire, vous espérez que ça explose par la suite. Est-ce que vous pensez que les Mahorais ont compris, ont conscience du symbole qu'étaient ces deux hommes? Alors, la majorité des Mahorais sont jeunes. Vous savez que je crois que 60% de la population a moins de 20 ans. Donc je ne pense pas que ces jeunes-là connaissent beaucoup ces deux anciens parlementaires. En revanche, nous comptons à travers les émissions que vous
voudrait bien nous proposer, vulgariser cet événement, vulgariser la personnalité de ces deux personnes pour que les jeunes surtout les connaissent, sachent quelles ont été leurs actions pour qu'ils viennent à cet événement aussi. L'ancienne génération, on va dire pas l'ancienne génération, mais les seniors qui les ont beaucoup connus, certainement ne les ont pas oubliés. Moi, j'entends quand je m'entretiens avec des gens, voilà, ils ressortent des anecdotes à chaque fois avec Ouri, avec Jean-Baptiste. Et la dernière fois, dans la réunion d'organisation, nous avons accueilli des seniors qui étaient là pour s'enquérir de l'organisation qui est programmée. Mais est-ce qu'il y a pas eu, est-ce qu'on peut pas dire que ça a été une faute justement qu'il n'y ait pas eu cette transmission justement des actions de ces deux hommes de la part que ce soit des seniors ou des hommes politiques par la suite? Ah là, c'est pas une question. Là, c'est pas une question qui relève de moi. Bon. Peut-être que les partis auxquels ces deux anciens députés ont appartenu n'ont pas réalisé ce travail-là, ou bien que la mémoire collective à travers la presse ou les autres canaux d'information n'ont pas réalisé le travail. Mais vous savez, c'est à partir de la disparition d'une personne qu'on se souvient de l'ampleur de sa réalisation et qu'on peut... voilà. J'ose espérer et là, je lance un appel aux élus locaux. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que c'est vous qui m'avez insufflé l'idée. Et j'appelle à ce que les élus prennent conscience qu'il faut peut-être baptiser une école, un lycée, un collège ou bien d'autres édifices publics au nom des deux anciens députés de Mayotte. Donc c'est une idée que vous allez lancer le jour justement de ce grand rendez-vous, le 4 mars prochain, à la place de la République. Alors, il y aura notamment de nombreux élus. Alors je vais en parler dès la prochaine réunion de notre comité d'organisation pour faire en sorte que les élus en place puissent s'en accaparer, et très certainement il y aura une personnalité au moins qui va lancer l'idée le jour de la commémoration, de l'hommage. Kera Dokolo, un petit mot de l'actualité politique locale. Nous sommes à moins d'un mois même, de l'élection législative partielle dans la circonscription 1. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement radical au niveau local. Est-ce que vous pensez présenter un candidat lors du prochain scrutin? Alors, le mouvement radical social-libéral de la Fédération de Mayotte, que je préside, ne présentera pas de candidat pour ces élections partielles et se range aux côtés de Ramlati Ali. La fédération du mouvement radical soutient Ramlati Ali pour des raisons de cohérence politique et parce que nous considérons que ça a été une élection qui a été disputée entre deux candidats. Nous faisons partie du même gouvernement que la République en marche, avec le MODEM d'ailleurs. Donc nous pensons qu'il faut redonner la chance à cette dame de poigne, qui, vous l'avez vu, dès qu'elle a été élue députée, elle a été, par ses qualités et par son réseau, élue, désignée comme membre du secrétariat du Parlement, enfin de l'Assemblée nationale. Donc moi je pense qu'il faut, au lieu d'avoir deux députés dans l'opposition, il vaut mieux avoir une deuxième députée dans la majorité qui va certainement reprendre ses fonctions au sein de l'Assemblée pour faire avancer les dossiers de Mayotte. Alors si vous ne vous présentez pas également, c'est que vous êtes plutôt satisfaite de ces premières actions, de ces 6 premiers mois? Alors, les 7 premiers mois ne sont pas n'est pas un laps de temps pour juger mais d'ores et déjà, on a vu son action à travers le fait qu'elle a pu obtenir des avancées par rapport au numerus clausus, par rapport aux études de médecine en tout cas. Les jeunes Mahorais pourront avec facilité intégrer les écoles de médecine ou préparatoires. Il y a quelques actions qu'elle a pu impulser en 7 mois. Donc j'ose espérer que si elle arrive à avoir un peu plus de temps de mandature, elle va pouvoir faire avancer Mayotte.
En attendant, Kira Dakolo, rendez-vous le 4 mars prochain, place de la République à Mamoudzou, pour ce grand hommage aux deux hommes, aux deux anciens parlementaires de Mayotte, Henri Jean-Baptiste et Jean-François Horry. Rendez-vous pris à 12h30, comme vous l'avez annoncé. 12h30, voilà. Merci Kira Dakolo d'être passé par ce 19h. Merci. 19h et bientôt 25 minutes sur Kosi TV. Merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce lundi, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. À l'appel du SNICS FSU, demain les infirmiers scolaires participeront à une manifestation nationale à laquelle s'associent les infirmiers scolaires du département. Le syndicat s'insurge face à différents rapports sur la santé des élèves qui ont comme point commun la négation du rôle spécifique des infirmières de l'éducation nationale. À Mayotte, les infirmiers scolaires se réuniront en congrès dès 9h à Iloni. Ces derniers qui se plaignent du manque de moyens matériels et humains expliquent que le déficit de structures de santé, de médecins, de spécialistes, conduisent les élèves à faire de l'infirmier en établissement scolaire le premier interlocuteur pour exprimer ses besoins. Face à cette situation, les infirmiers vont participer à la manifestation nationale pour réaffirmer leur volonté de rester à l'éducation nationale, conserver les avancées acquises par la profession au fil des années ou encore pour améliorer les pratiques de soins infirmiers au sein de l'Académie de Mayotte. Par le biais d'un décret, la préfecture vient de fixer les dates des élections législatives partielles dans la première circonscription de Mayotte. Elles se tiendront les 18 et 25 mars prochains. Pour l'heure, ils sont 8 à avoir publiquement manifesté leur désir de siéger au Palais Bourbon. Et la tchakrina à l'origine du recours devant le Conseil constitutionnel sera de la partie, tout comme le premier adjoint au maire de Mamoudzou, Bakar Aliboto. Bakar Mouta du Parti social mahorais tentera également sa chance, à l'instar de Bouana Dinoureini, Bastia ou encore Big. Ramlati Ali, déchu de son poste, sera sans surprise candidate à sa propre succession. Désormais soutenue par La République En Marche, les socialistes de Mayotte ainsi que le MODEM ont annoncé qu'ils la soutiendraient à leur tour en ne présentant aucun candidat. Du côté du MDM, samedi, l'ancien président du Conseil général, Daniel Zeidani, a de nouveau été désigné candidat. Place désormais à la bataille électorale avec des cartes redistribuées qui rendent ce scrutin imprévisible. Issa Abdou Issa prend à cœur son rôle de président du centre hospitalier de Mayotte. Le 4e vice-président du conseil départemental, également président de la commission des affaires sociales, a rencontré le 2 février dernier Martial Muttendorf, le directeur de Santé publique France, afin d'évoquer les enjeux du territoire en matière de santé. Demain, il rencontrera François Maury, le directeur général de l'ARSOI. 6 jours plus tard, il sera auditionné à Paris par l'Inspection générale pour les affaires sociales avant la sortie du rapport devant guider les orientations du territoire en matière de santé. Face à ces échéances très importantes à venir, Issa Abdou a affirmé, je cite, que l'occasion lui sera ainsi offerte pour décliner la vision du territoire, zone internationale, ARS Mayotte, code de l'action sociale et celle de la santé de droit commun. Pour rappel, le président du CHM souhaite que l'hôpital soit classé zone internationale, afin notamment de répondre à la problématique du droit du sol. Au chapitre de l'emploi, coup d'envoi de la première campagne d'information de l'année 2018 pour l'ADI. Jusqu'à vendredi prochain, des tables rondes seront organisées dans toute l'île pour sensibiliser le plus grand nombre à la création d'entreprises et au microcrédit. Avec quelques nouveautés cette année, la mise en place par le gouvernement d'un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Plus d'explications dans ce reportage d'Adèle Laurent. La semaine du microcrédit vient de commencer. Une semaine pour informer et accompagner les entrepreneurs et notamment sur les réformes profondes envisagées par l'actuel gouvernement qui concernent le régime social, l'assurance chômage ou encore l'accès à la formation des entrepreneurs. Le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises ambitionne en effet de donner aux entrepreneurs les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Et pour ce faire, ce plan est élaboré en co-construction avec les principaux intéressés, les entrepreneurs. L'ADI a donc lancé dans ce cadre un projet intitulé le Mégaphone. Nous lançons une grande campagne d'interviews de nos 40 000 chefs d'entreprise que nous accompagnons quotidiennement pour recenser leurs besoins, leurs difficultés ou ce qu'ils souhaiteraient de voir
évoluer dans la loi pour ensuite porter leur voix auprès du gouvernement. Les résultats seront connus d'ici la fin du mois, début du mois prochain, puisque cette consultation des entrepreneurs fera l'objet d'un écrit qui sera remis au gouvernement. Et Mayotte rentre progressivement dans l'application du droit commun, donc toutes les évolutions que le gouvernement peut porter pour les entrepreneurs au niveau de la métropole s'appliqueront immédiatement ou à terme en tout cas à Mayotte. Donc il s'agit également d'en tenir compte et d'informer le plus grand nombre, même si aujourd'hui notre priorité aussi pour cette semaine des rendez-vous de l'ADI à Mayotte, c'est d'informer sur ce qui existe et ce qui se fait aujourd'hui à Mayotte. Sur les services de l'ADI, donc nos microcrédits jusqu'à 15 000 €, ainsi que qu'est-ce que la création d'entreprise, comment est-ce qu'on crée une entreprise. Durant une semaine, des événements sont organisés sur toute l'île. Ce matin, cela se passait à l'agence de Mamoudzou où une cinquantaine de personnes sont venues se renseigner sur la création ou le développement d'entreprises. Et parmi eux, Emmanuel Kayoura, demandeur d'asile et juriste de formation, qui avait son cabinet d'avocat dans son pays natal, le Rwanda, et qui peine à trouver un travail sur le territoire. Ça fait 2 ans que je suis à la recherche d'emploi. Comme je ne trouve pas, je cherche à créer moi-même mon entreprise. Il peut nous donner les idées. Comme ils sont sur le terrain depuis longtemps, ils connaissent les métiers qu'on peut exercer suivant mes qualifications. C'est une bonne chose. C'est pourquoi l'idée est très importante. Et c'est pour ça que je suis là. En effet, toutes les personnes titulaires d'une carte de nationalité française ou d'un titre de séjour peuvent créer son entreprise. Ainsi, depuis 20 ans, l'ADI permet à plus de 1000 personnes par an à Mayotte de concrétiser leurs projets. Et ces entrepreneurs, qui créent en moyenne 1,25 emplois, contribuent à dynamiser le tissu économique local. Cette campagne d'information est donc plus que bienvenue sur un département où le taux de chômage est le plus élevé de France. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. À suivre sur vos antennes de Cozy la suite de votre programme. Je vous dis demain, 19 h, pour un nouveau chapitre de votre actualité. Excellente soirée à tous.